Madame, Monsieur, bonsoir. Très ravi de vous retrouver encore une fois pour votre émission Le Point. Le Point est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour décrypter aussi bien l'actualité nationale qu'internationale. Et comme d'habitude, nous recevons des confrères journalistes et des fois des analystes politiques. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir un journaliste et un homme politique. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Nos invités sont Idelphonse Apaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Idelphonse, bonsoir. Bonsoir Daniel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et voilà, la surprise de ce soir, c'est le monsieur Alberto Olympio, président du Parti des Togolais. Monsieur Alberto, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, on va y aller rapidement comme ça. Monsieur Alberto, candidat à la présidentielle de 2015, mais qui s'est abstenu de déposer sa candidature. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui ont motivé ce volte-face? Ce n'est pas du tout votre espace, au contraire, je suis resté cohérent avec moi-même Voilà. et avec le mandat que m'ont donné les militants du Parti des Togolais. Vous savez, quand ils m'ont fait l'immense honneur de faire de moi leur porte-flambeau pour les élections présidentielles de 2015, ce que j'ai accepté avec humilité, c'était pour les représenter lors des élections totalement transparentes, où la voix et du peuple togolais va compter. Voilà. Et non à ce coup de force, à cette mascarade, à cette parodie d'élection qu'on nous sert pour avril prochain. Voilà. Donc ce n'est pas du tout un volte-face, c'est au contraire, c'est de rester cohérent dans une logique, de respecter la parole donnée aux populations togolaises qui m'ont fait l'honneur de me choisir comme le candidat. Mais on a senti un certain engouement au sein de ces populations à travers le message que vous avez véhiculé dans votre livre intitulé Je prends ou je vote le Parti des Togolais. On a senti un certain engouement au sein de ces populations, mais le fait que vous retiriez comme ça ne casse pas peut-être cette dynamique? Bien au contraire, depuis que j'ai annoncé, que j'ai expliqué à ces populations les raisons fondamentales que je vais peut-être rappeler ici si vous Voilà, allez-y. si besoin. Et ces populations ont compris, sont mis derrière moi de plus belle. Et je reçois près de 300 appels par jour jusqu'à aujourd'hui, des gens de la diaspora, des gens de l'intérieur du pays, et de l'OME aussi évidemment, qui m'encouragent et qui me soutiennent et qui comprennent ce que je veux faire. Et pour eux, disent que enfin, on a un vrai opposant au Togo. Ce sont eux qui le disent. Je ne juge pas du tout les uns les autres. Alors, les raisons sont les suivantes. Premièrement, tout ce qui se passe aujourd'hui est un véritable coup de force parce que plusieurs lois de la République sont foulées aux pieds. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 60 du Code électoral donne droit à tous les partis politiques, au même titre que le ministère de l'administration du territoire, le droit d'accès au fichier pour le contrôler. Ils n'ont jamais voulu nous donner ce droit. Ils ont voulu nous donner un fichier PDF pour nous amuser avec. En fait, quelle est la différence entre le fichier PDF et même la base de données dont il est question? Je vous en parlais. Voilà. Le fichier PDF. Imaginez par exemple que j'ai un document de 100 pages et vous en voulez une copie. Voilà. Et j'en imprime 60, je vous donne. Vous ne saurez jamais que j'avais 100 pages à l'origine. Voilà. Et ce qui se cache derrière ces 40% que je me réserve. Et deuxièmement, on n'a pas les moyens de vérifier les éléments biométriques des personnes dans un fichier PDF. Si par exemple la même personne est partie s'inscrire 2 fois, on ne pourra jamais savoir, même s'il met de noms différents, mais alors que l'empreinte est la même, on ne pourra pas savoir que c'est la même personne. Voilà. Donc, on va laisser passer des choses comme ça. Et même si les gens ont des noms différents et des empreintes différentes, on ne peut pas faire sur un PDF ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Voilà. Donc, nous avons des algorithmes qui nous permettent de détecter tout type de doublons. Toutes les personnes qui ne sont pas d'une nationalité togolaise, mais qui sont quand même inscrites sur le PDF, on ne peut pas les détecter. Les personnes mineures qui sont enregistrées sur le PDF, on ne peut pas les détecter. Donc, c'est bien de faire un travail déjà, ça donne une idée. C'est pour ça que j'applaudis le travail fait par nos amis du CAP 2015. Et d'ailleurs, la preuve, vous voyez, ils n'ont eu que les données de 50 CRV. Voilà. Donc, ils n'ont pas eu tout le fichier. C'est ça justement le danger. Voilà. Donc, il est important d'avoir accès au fichier. En plus, le législateur dit ceci: donner accès au fichier et nous donner une copie du fichier. Malheureusement, ou de manière dilatoire, nos amis de la CEDE disent qu'ils ne comprennent pas ce que veut dire avoir accès au fichier.
Voilà. Eh bien, donc voilà la première raison. La deuxième raison, le corps électoral n'est pas constitué encore. Parce que la loi dit qu'une fois qu'on a fini les révisions et qu'on a fini les inscriptions, je veux dire, il faut consolider ces fichiers, il faut les afficher pour que les gens viennent se réclamer. Et ce n'est qu'une fois que le corps électoral est bien connu qu'il faut le convoquer. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on a convoqué un corps électoral qui n'existe pas. C'est illégal. Troisièmement, la CENI étant maîtresse, la CENI indépendante, étant maîtresse de son chronogramme, c'est elle qui détermine en fonction de son emploi du temps, en fonction de l'avancée des travaux, à quel moment on peut justement convoquer ce corps électoral. La CENI propose une date et le gouvernement en fait un décret. Voilà. Et bien on a vu que le gouvernement a changé de date tout seul et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Tout ça, ce sont beaucoup d'actions illégales qui montrent que ceci est un véritable coup de force. Voilà. Donc, nous, d'après nos calculs et nos estimations, en voyant ce qui s'est passé en 2010, on a vu que plus de 285 000 personnes ont disparu de la base de données quand on est venu en 2013, et qu'aujourd'hui, nous avons tous vu le manque de mobilisation des Togolais à aller s'inscrire. On nous annonce 600 000 nouveaux électeurs. Quand on fait le calcul, on s'en rend compte qu'ils ont plus de 40% d'avance. Voilà. Donc c'est pour tout ça que nous avons décidé de ne pas aller aux élections, parce que on n'a pas envie de faire jouer le rôle de faire valoir à ces élections. Mais une des raisons fondamentales est la suivante. Vous vous rappelez bien que le président sortant, comme Monseigneur Bariga, qui a fait un travail énorme pour ce pays, lui a remis les rapports de la CVJR. Il a dit ceci, et je cite: si nous n'appliquons pas les recommandations de la CVJR, eh bien nous allons réveiller nos vieux démons. Il faisait allusion, bien entendu, à ce qui s'est passé malheureusement dans notre pays en 2005, où des centaines et des centaines de Togolais ont perdu leur vie. Il a ajouté ceci: plus jamais ça. Alors si on sait que les ingrédients sont là pour qu'on vive encore un nouveau 2005, 10 ans après, et on y va quand même, eh bien, c'est de la préméditation. Voilà. Moi, je ne peux pas me faire complice de cela. Voilà. Je ne peux pas me faire complice de cette violence annoncée. Voilà. Voici les raisons qui vous ont poussé à se retirer. Mais dans le même temps, on vous voit sur le terrain. Vous avez fait un sit-in devant la CENI. Pourquoi alors que vous n'êtes plus engagé dans la course à la présidentielle? Justement, ce n'est pas un boycott que je fais. Je dis qu'on ne devrait pas faire des élections en avril prochain. Donc toute la bagarre se trouve là, tout l'essence de ma lutte se trouve là. Donc je me dois de continuer la lutte, parce que je sais que mon pays va droit dans le mur. Et je ne peux pas rester les bras croisés et attendre que ça arrive, en disant que ça ne me regarde pas. Non, au contraire, ça me regarde. Ça nous regarde tous. Et la vraie bataille n'est pas dans les urnes aujourd'hui. La vraie bataille, c'est à la CENI. Nous devons absolument tout faire pour arrêter ce processus, pour faire l'audit du fichier électoral, pour établir tout ce qu'il faut et tous les préalables pour avoir des élections totalement transparentes et fiables au Togo et crédibles. Voilà. Donc il faut donc établir aussi la liste exhaustive de tous les bureaux de vote. Vous savez qu'au Togo, on a l'habitude, les bureaux de vote fictifs, il y en a plein. Et il faut, une fois qu'on connaît ces bureaux de vote, avoir la liste exacte et le nombre exact de tous les électeurs, voilà, par bureau de vote. Voilà les préalables qu'il faut avant les élections. Et après, évidemment, il faut afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Voilà. Si on applique tout ça, eh bien, vous verrez qu'on aura des élections crédibles, tout le monde sera enchanté et qu'on n'aura pas des jeux démons à la fin. Voilà. Ildefonse Sabaki, vous avez peut-être une réaction de manière générale ou peut-être une question à l'endroit de M. Alberto Olympio? Non, mais pas de question, mais je trouve que le président Olympio est surpris de la réaction de l'exécutif togolais. Et je peux vous dire tout à l'heure, puisqu'il citait le chef de l'État sortant tout à l'heure, disant qu'il avait dit que si les choses n'étaient pas préparées comme cela se devait, c'est le retour des vieux démons. Mais je voudrais dire au président Olympio que le chef de l'État sortant est du genre à ne pas respecter ses engagements. Monsieur Fornassimbe a dit en mai 2009 sur la radio Liberté FM en Suisse qu'il fera les réformes avant la présidentielle de 2010. Mais jusqu'à aujourd'hui,
c'est M. Faure qui a encore annoncé une commission qui doit prendre au moment même où un projet de loi attend pour qu'on fasse les réformes. C'est lui-même qui annonce encore les couleurs en mettant en place une commission. Donc, ne soyez pas surpris de la réaction de l'exécutif togolais, parce que ça, c'est des réactions togolaises. Oui. Oui, je ne suis pas surpris, mais cela n'empêche pas qu'on se parle quand même pour qu'une fois, l'homme tienne parole. Et c'est vrai que j'avais aussi écouté avec effarement ce que monsieur le président sortant a dit sur FM Liberté, en disant que je suis le garant de l'APG, je suis le garant. Comment le faire? Voilà. Donc, un homme qui dit ça devant la face du monde et qui, après le balai d'enlever de main, n'est pas digne de confiance. Oui, mais ce problème des réformes, même quand on parle du respect de l'APG, le camp d'unir auquel appartient le président de la République, jette l'anathème sur l'opposition. On a longtemps accusé l'opposition d'être responsable même de cet échec concernant les réformes avec Alphonse Sabaki. Je crois que depuis que nous avons entamé cette discussion sur les réformes, nous avons situé les responsabilités. Je parie 1000 contre 1 qu'on ne dira pas, moi, en tout cas à moi, Ildefonse, que c'est l'opposition qui a refusé de faire les réformes. Tout le monde s'est rendu compte de ce qui s'est passé le 30 juin où les députés unis ont rejeté en bloc ces réformes-là. Et je crois que dans la pratique parlementaire, lorsqu'une loi est en étude dans une commission, comme la commission des lois, une fois que l'étude est faite, il y a un rapport qui est produit au président du Parlement, voilà, qui convoque la conférence des présidents. Et c'est la conférence des présidents qui donne son avis et la dernière décision revient à la plénière. Jusqu'à preuve du contraire, la commission a travaillé, mais la plénière n'a pas statué. Je crois que avec la ruse de ceux qui ont aujourd'hui, ceux qui dirigent ce pays, qu'on ne soit pas surpris un bon matin, à quelques jours des élections, qu'on convoque les députés, puisque dans ce pays-là, en 2005, vous vous rendez compte qu'en l'espace de 30 minutes, on a fait de ministre un député, un président de l'Assemblée, président de l'Assemblée, puis un président intérimaire. Et donc, il faut être aux aguets avec ce pouvoir-là, un pouvoir anachronique, un pouvoir violateur des lois, comme l'a cité tout à l'heure le président Olympio. Donc, il faut être très vigilant avec ce pouvoir. Je suis sûr que l'allure où prennent les choses, il peut arriver un bon matin que le pouvoir dise, nous voulons faire les réformes. Voilà. Donc, il faut être aux aguets. Mais monsieur Olympio, on ne nous a pas senti trop sur le terrain des réformes. Hein. On a senti dans un premier temps que vous étiez engagé plus dans un processus de sensibilisation des populations. La question des réformes, on a l'impression que ce n'était pas trop votre problème. Vous savez, c'est quelque chose que les gens disent et répètent, et alors que c'est totalement le contraire. Voilà. J'ai consacré le premier chapitre de mon livre, voilà, sur les réformes. Et j'explique à loin large ma position là-dessus. Il faut absolument qu'on revienne à la Constitution de 92 et qu'on applique les accords de politique globale et qu'on l'améliore avec les recommandations de la CBGR. Ça, je le dis clair et net. Mais il se fait que quand on fait une action, on obtient une réaction. On continue à faire la même action, on ne peut pas espérer avoir une autre réaction. Donc, pour moi, aller dans la rue pour réclamer ces réformes, et à chaque fois qu'on continue, on n'a pas de résultat, pour moi, le moment est venu de trouver une autre approche. Et à la fin de la journée, ils ont dit qu'ils vont faire ça à l'Assemblée nationale. Bon, j'ai fait de tout mon poids pour encourager ceux qui peuvent voter. Et vous savez que mon parti n'était pas encore né aux dernières législatives, dont nous n'avons pas de députés, dont nous n'avons pas notre mot à dire sur ça, sauf qu'encourager les uns et les autres, et dire aux députés, vous êtes censés représenter le peuple togolais. Voilà. Le peuple togolais vous a confié une mission. Vous êtes redevable devant ce dernier. Et le peuple togolais veut, dans sa grande majorité, d'ailleurs l'Afrobaromètre nous a dit que le peuple togolais veut un changement, et le peuple togolais veut à plus de 85% qu'on fasse des réformes avant les élections. Comme tout le monde lui a promis depuis 2006, depuis 9 ans. Donc, vous représentez les Togolais. Vous êtes là pour appliquer leur volonté, mais vous faites tout le contraire.
Donc moi, je ne blâme pas un camp ou un autre, moi je blâme l'ensemble des députés qui représentent le peuple togolais et qui ont refusé d'écouter la voix du peuple togolais pour des intérêts personnels ou partisans. Voilà. Vous avez sorti, comme je disais dans votre livre, je prends le parti des Togolais, c'est ça? Absolument. Effectivement, vous avez incarné une nouvelle dynamique, parce que au Togo, on n'était pas habitué à ce genre de programme, de projets de société, des chefs de gouvernement, peut-être des aspirants au fauteuil présidentiel. Vous avez eu un livre qui déclinait votre future grande politique, vos politiques, pardon. Mais on a senti également que vous avez eu à inculquer ces valeurs à vos militants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez retiré de la course à la présidentielle, vous ne sentez pas peut-être que ces populations vont se démotiver? Comment vous appréhendez cette action? D'abord, je voulais dire que ce n'est pas mon projet de société. Voilà. Ce serait très prétentieux de dire que, voilà, j'arrive, voici ce que je vous propose, voilà ce qu'on va faire. Non, pas du tout. J'ai sillonné le pays. J'ai rencontré exactement 318 familles. Voilà. Et j'ai écouté ce qu'elles m'ont dit. Vous savez, en général, quand on a un problème, on connaît la solution. Malheureusement, c'est les moyens qui manquent parfois. Et donc, c'est l'avis de toute cette population que j'ai recueilli pour compiler dans cet ouvrage. Et évidemment, j'ai rajouté ma propre sensibilité, ma propre vision. J'ai rajouté ça par rapport à mon expérience, de ce que j'ai vu qui marche bien ici et là dans le monde, quand j'ai voyagé. Donc, c'est ça, c'est notre projet de société commun. Et ce projet-là, il est là, il est vivant. On va l'appliquer. Et bientôt, je ne dis pas que je me retire de la course à la présidentielle. Vous ne vous retirez pas de la vie politique? Non. Vous y êtes toujours? Non, je ne suis pas un touriste de la politique. Voilà. Et la preuve, je suis encore là. La preuve, ces derniers temps, on m'attend même beaucoup plus que les candidats. Voilà. Je me demande même d'ailleurs ce qu'ils font en ce moment. Et ce qui est important pour moi, c'est de continuer la lutte, d'être vrai avec le Togolais. Moi, vous savez, je vais vous dire, je fais une confidence. Je me suis levé un jour au matin avant de commencer la politique, à 4h du matin, tout seul devant mon miroir, j'ai mis la main sur le cœur et j'ai prêté serment de ne jamais trahir le Togolais. Voilà. De ne jamais faire que ce que, à mon âme et conscience, est bon et juste pour l'intérêt supérieur de la nation togolaise, pour le bien-être du peuple togolais. Et ça, je ne le trahirai jamais. Je suis un homme de parole. Je ne trahirai jamais cela. Donc, évidemment, toutes mes décisions, toutes mes actions que je fais vont dans ce schéma-là pour que demain, le Togolais puisse vivre bien, pour que demain, le Togolais puisse manger à sa faim, puisque demain, le Togolais puisse se soigner quand il est malade, pour que demain, nos enfants puissent trouver un emploi, pour que demain, l'éducation togolaise ait toute cette lettre de noblesse. Voilà ce à quoi j'aspire, c'est pourquoi je me bats. C'est pourquoi, comme le peuple togolais a dans son ensemble, dans sa grande majorité, ceux qui ne sont pas dans cette petite minorité qui s'accaparent tous les biens de l'État, la grande majorité de nous autres aspire à un changement, on ne peut pas trahir cela en allant jouer le rôle de faire valoir à une mascarade qui se prépare. Donc il faut plutôt s'arrêter et dire non, nous voulons la transparence totale, nous voulons que les élections se passent dans de bonnes conditions, nous voulons que les élections soient crédibles et démocratiques, nous voulons que le prochain président du Togo soit l'élu du peuple. Et je vais dire à tous les candidats, à tous les prétendants, ce n'est jamais une défaite quand c'est la volonté du peuple qui a triomphé. Voilà. Parce que nous faisons tous partie de ce peuple. Voilà. Et Ildefonse, vous avez aussi l'impression qu'on va vers une mascarade électorale? Je crois que tous les ingrédients sont là. Et le président Olympio a touché du doigt certaines réalités. Nous avons parlé, mais il a cité la CENI. La CENI, qui devait normalement jouer son rôle d'indépendance, n'est qu'une institution indépendante sur papier. Ses prérogatives sont usurpées par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Il a pourtant lié le fait, ça s'est fait. Non, mais je crois que avant même que la CENI n'entre, avant que ses membres ne prêtent serment, nous avons eu des indiscrétions qui nous ont fait état de la commande de 7000 cartes d'électeurs par le ministère de l'administration territoriale. 700 000. 700 000, voilà. 700 000 cartes, et dont 100 000 se sont volatilisées dans la nature. Elles sont allées où? Bien, ça c'est des choses qui ne rassurent pas. Et puis, techniquement parlant, quand la CENI, qui
a ce rôle technique à jouer et que la loi lui confère le fait que lorsque tu auras à faire ton travail, tu l'offriras au gouvernement qui prendra un arrêté comme l'a dit, on s'est rendu compte que après la sortie de la Cour constitutionnelle et que le ministre Gilbert Bawara est sorti pour remettre quelque peu les pendules à leur gauchement, il y a eu la proposition de la date du 21 avril qui a été proposée par la CENI, mais contre toute attente, on s'est rendu compte que le gouvernement a opté pour 15 avril. Le 15 avril. Alors, quelles sont les prérogatives de la CENI si c'est le gouvernement décidé de faire son travail. La mission principale qui lui a été confiée est d'organiser et de superviser les élections. Voilà. C'est la grande question qu'on se pose. Effectivement. Alors, je vais vous proposer, chers invités, M. Olympio, d'avancer un tout petit peu dans les échanges avec ce reportage. Nous l'annoncions depuis plusieurs jours, la manifestation ou le sit-in que vous comptez organiser, nos amis des ODDH et du Front Tchoboué, une manifestation qui a été malheureusement dispersée. Nous allons suivre l'élément tout juste après. On reviendra pour les échanges ici en plateau. Hier, ils avaient été dispersés à Kano à Eau, alors qu'ils tentaient de faire un sitting devant le siège de la CENI pour exiger l'arrêt du processus électoral déjà en cours. Aujourd'hui, les membres de la synergie des ODDH et partis politiques ne peuvent que se retrancher à l'entrée du campus universitaire contenu par ce cordon militaire et de loin, on regarde la CENI sous haute sécurité. Nous sommes sortis quand même. Et le peuple, le monde entier nous a écoutés. C'est une réussite totale. C'est l'avenir, c'est l'histoire qui nous donnera raison. Qu'il y a certaines personnalités, certaines personnes qui ont dit non à cette mascarade. Faure Gnassingbé, que tout le monde le sache, est pire que son papa. Il n'a jamais dit la vérité dans sa vie, Faure Gnassingbé. Nous devons le dégager. Nous allons mobiliser le peuple pour le faire dégager. Le Togo n'est pas un royaume de Gnassingbé. Au rang des manifestants, Alberto Olympio du Parti des Togolais, le tenor de ceux qui dénoncent le fichier électoral. Du 15 au 16 mars prochain, les Togolais seront invités à la vérification des noms sur les listes électorales pour d'éventuels recours. Preuve que malgré tout, le navire électoral suit son cours pour la destination du 15 avril 2015. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour le compte de ce numéro de l'émission Le Point, monsieur Alberto Olympio, président du Parti des Togolais, et Ildefonse Akpeki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Monsieur Olympio, on vous a vu également dans la manifestation pour réclamer l'arrêt du processus électoral. Le combat continue. Absolument. Et d'abord, je voudrais féliciter tous les Togolais, toutes les Togolaises qui se mettent ensemble pour démasquer cette mascarade. On ne peut pas dire que, tiens, les choses sont bien avancées, et puis on continue. C'est l'argument qu'on me donne. J'ai rencontré quelques autres fonctionnaires politiques, étrangers ou Togolais qui me disent, mais le mécanisme est bien avancé alors. Non, quand on est dans une voiture qui fonce vers un mur, il faut la stopper. On ne continue pas à foncer parce qu'on est bien lancé. On freine. C'est ça le bon sens. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons donner une chance à la paix. Pourquoi aller devant des jours douloureux après les élections au Togo encore? Le Togo a déjà payé un lourd tribut pour sa liberté. Ça suffit. Ouais. Plus jamais ça, le Togo a dit le chef de l'État sortant. Alors pourquoi le faire? C'est de la préméditation. Et ceux qui l'encouragent et qui le font sont des complices. L'histoire sera le juge des uns et des autres. Mais en tout cas, en attendant, nous ne baissons pas les bras. Ouais. Nous devons absolument continuer à tirer la sonnette d'alarme. Je ne veux pas que le sang d'un seul Togolais ou d'une seule Togolaise soit versé encore dans ce processus électoral au Togo. Voilà. Il est temps que ça s'arrête. Voilà. Et Ildefonse Akpeki, vous n'avez pas l'impression que c'est un combat vain parce que la machine, elle est en branle déjà. Est-ce qu'on peut arrêter encore ce processus avec les actions que sont en train de mener, par exemple, le Parti des Togolais et le Front Tchoboué et les autres? Je crois que vous avez vu l'image tout à l'heure. Vous avez vu toute la marda de militaires ou bien de gendarmes, de policiers qui ont été déployés juste pour que la manifestation n'ait pas lieu. Et je crois que c'est le leitmotiv de ce gouvernement, bien de ce pouvoir, qui, une fois en difficulté, a recours à la force brutale. Je ne peux pas comprendre que
des citoyens qui veulent faire valoir leurs droits, qui se sont adressés aux autorités compétentes et que ces autorités-là n'ont pas réagi dans les délais requis, mais qui, en retour, ont envoyé des forces de l'ordre pour empêcher une manifestation pacifique. Je crois que la démarche des organisateurs de cette manifestation est à saluer. Quand nous avons relevé tout à l'heure ici et que nous continuons de relever les manquements qui ont lieu dans l'organisation de la présidentielle à venir. Et je crois aussi que ce qui doit être dit haut et fort, c'est que nulle part dans le monde, j'ai jamais écouté qu'il faut aller aux élections, qu'on convoque le corps électoral et que le corps électoral n'existe pas. Voilà. J'ai jamais entendu. Moi, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Nous voyons l'ANC qui est engagée également dans cette présidentielle, mais elle ne conteste pas le truc. On semble qu'elle est complètement engagée même dans ce processus. Alors qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Elle a tenu une conférence de presse la dernière fois pour soulever toutes ces irrégularités. Je crois que quand on me demande à moi, journaliste, de faire un commentaire ou sinon une analyse sur la participation de l'ANC ou bien du CAP 2015 qui ne dit rien, j'ai toujours dit, je suis journaliste et que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le lendemain des élections ou bien de l'élection présidentielle. Tout le monde verra ce qui se fera. C'est-à-dire que tu sois là, que tu dises que tu n'iras pas ou que tu iras, le soir du 15, tous ceux qui participeront ou pas rendront un compte à ce peuple. Voilà. C'est ça, moi, ma position. Voilà, c'est la même lecture que vous avez de la situation, M. Alberto Olympio. Aujourd'hui, comme je dis, les ingrédients sont là pour un lendemain douloureux après les élections. Et je ne veux pas ça pour mon pays. Donnons encore une chance à la paix. Les Togolais veulent un miracle. Moi, je veux le dire ceci. C'est vous le miracle. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. N'attendez pas que quelque chose se passe. C'est vous qui devez vous prendre en main. Si vous voulez les élections transparentes, eh bien, exigez-le. Si vous voulez des réformes, exigez-le. Si vous voulez que tout se passe dans la transparence, eh bien, exigez-le. La bataille aujourd'hui ne se trouve pas encore dans les urnes. Ça, on le fera plus tard, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas pire à la demeure si on le fait dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, les élections. Mais par contre, il y a pire à la demeure si on le fait le 15 avril prochain. Et je n'ai pas envie qu'on vienne de dire « Ah, Albert avait raison ». Je n'ai pas envie d'avoir raison. J'ai envie d'avoir la paix dans mon pays. Donc, arrêtons-nous tous pour le faire. La bataille est à la CENI. Je voudrais ajouter que par rapport à la position du CAP 2015, je crois savoir qu'après la conférence de presse où il a été exhibé à la presse les doublons et puis les insuffisances dans le fichier, je crois qu'une délégation de l'OIF doit être dans les murs pour faire... L'audit du fichier? L'audit? Non, je ne crois pas que c'est l'audit. Pour faire une étude sur le fichier. Mais moi, je reste encore sceptique que les élections aient lieu le 15 avril prochain. Je suis sceptique. Voilà. Il y a trop d'incongruités. Voilà. Je vais vous proposer de changer rapidement de registre. On va parler un peu social. Juste avant, s'il vous plaît, je vais rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Et rapidement, si on fait appel à l'OIF, c'est le gouvernement qui a fait appel à ce que, selon mon entendement, à l'OIF, pour les aider à consolider les listes après les dernières inscriptions. C'est la preuve même que le corps électoral n'était pas constitué quand on l'a convoqué. Donc, c'est illégal. Stop, on recommence à zéro. C'est ça le bon sens. Et je veux en profiter pour lancer un message à nos amis de l'OIF. Et soyez vigilants parce que ce gouvernement est le maître dans l'art d'instrumentaliser les uns les autres pour se tailler un costume de démocrate. On ne peut pas faire un audit d'un fichier en 2 jours, en une semaine, en un week-end. Il faut dire ce qui ne va pas et dire la vérité au peuple togolais. Pour une fois, cette fois-ci en tout cas, soyez du côté du peuple, soyez du côté des Togolais et des Togolaises. Voilà. Je le disais, la tension sur le front social
comment on veut dire, a atteint son paroxysme aujourd'hui. Nous avons assisté, nous assistons depuis un bon bout de temps à ces grèves à répétition qui chagrinent un peu plus d'un Togolais. Nous avons assisté à la paralysie complète des hôpitaux, la fermeture des écoles. Et nous avons encore appris il y a un milieu de semaine que le ministre de l'Éducation, M. Maganawe, aurait menacé d'exclure certains enseignants, et nous avons le communiqué effectivement ici sur ce plateau. Mais nous allons suivre d'abord cette conférence de presse, cette assemblée générale qu'a tenue la synergie des travailleurs du Togo. La synergie des travailleurs du Togo n'a pas dérogé à sa traditionnelle règle, celle de faire une fois par semaine le point des actions menées en vue d'obtenir satisfaction à leurs revendications. On s'est rendu compte que ça s'est bien passé, en tout cas pour ce qui nous concerne, mais la fenêtre d'opportunité par nous ouverte par rapport au gouvernement n'a pas été saisie par le gouvernement. En réponse, nous avons assisté à un défilé de circulaires, les unes les autres, prétendant pour certaines des circulaires licenciements programmés de certains enseignants et pour d'autres le fait de fournir la liste de tous les agents grévistes. Nous voulons dire par rapport à cet état de fait que ces circulaires sont en violation flagrante de toutes les dispositions légales qui existent dans notre pays. Comme au cours des assemblées générales précédentes, ils étaient nombreux les membres de la dite synergie à répondre à l'appel de la coordination. Plus que jamais confiants, ils comptent ne pas céder aux menaces et intimidations du gouvernement. Ils vont donc de ce faire poursuivre leurs actions. La semaine à venir, nous allons opérer 5 jours de manifestation. Nous avons une grève de 72 heures, les mardis, mercredis et jeudis, précédée et suivie d'un sitting les lundis et vendredis. Nous allons, dans le mot d'ordre également, notifier au gouvernement les différentes violations flagrantes des droits des travailleurs opérées par certains ministres, que vous connaissez d'ailleurs, et dont nous nous gardons de citer les noms ici. Et nous demanderons donc au gouvernement d'en tirer les conséquences en bonne et due forme. Et pour nous maintenant, c'est la mobilisation de la base pour la suite à donner au mouvement de revendication des fonctionnaires togolais. Le bras de fer qui oppose la STT et le gouvernement togolais ne date pas d'aujourd'hui et risque de perdurer au vu de la position du gouvernement. Les travailleurs, pour leur part, réclament toujours l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, laquelle tarde toujours à venir. Voilà, retour sur ce plateau. Monsieur Alberto Olympio, vous êtes au Togo depuis pratiquement plusieurs mois. Vous suivez de près l'actualité, et surtout cette actualité sur le front social. Et quel est votre commentaire? Eh bien, ce sont bien les signes avant-coureurs de cette mosaïque, de cette ambiance, je perds mon latin, morose dans laquelle nous vivons. Les travailleurs sont en grève. Le corps enseignant est en grève, les médecins sont en grève, les élèves sont dans les rues. Même les gens des médias aussi font parler d'eux. Tout ça, malgré tout cela, le gouvernement fait la sourde oreille. Et au contraire, menace de licencier les grévistes. Ça veut dire que même que le droit de grève n'est plus reconnu au Togo. C'est vraiment incroyable, c'est du surréalisme. Je n'arrive pas à comprendre cela. En tout cas, cela sort de bon entendement. Et donc, la lutte n'est pas que pour leurs conditions sociales. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis presque 20 ans, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire dans la fonction publique. En tout cas, c'est beaucoup moins que le cours de l'inflation au Togo. Okay. Et le pouvoir d'achat des ménages ne fait que baisser. Nous avons l'une des populations les plus pauvres au monde. 96% de la population dans certaines régions, comme le Pendjab par exemple, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les gens se demandent à choisir entre nourrir ou soigner leurs enfants. J'ai rencontré la dernière fois quand j'étais dans la région de l'Akara, un père de famille qui me dit « J'ai 5 enfants. J'ai réussi à mettre 3 à l'école. Les 2, je n'arrive pas à les mettre à l'école. Comment je vais faire ?» Donc, voici les réalités du Togo. Alors que pendant ce temps,
et cette minorité s'accapare des biens de l'État. Quand le chef de l'État lui-même a dit ça à la télé, il me semble qu'il y a 2 ans et demi à peu près, quand il a dit ceci, pour moi, c'était une prise de conscience. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'appauvrir une population. Eh bien, on va arranger ça. Vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est empiré. À ce moment-là, en 2012, quand il a fait ce discours-là, l'indice de Gini était de 0,36. Aujourd'hui, elle est de 0,39. Ça veut dire que l'écart entre les riches et les pauvres augmente. Ce qui veut dire en clair que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Voilà. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Okay? Et quand on exerce son droit de manifestation et de demander un changement, une petite amélioration de nos conditions de vie, on nous menace de nous licencier, on nous menace de nous mettre en prison. Ouais. Ce n'est pas acceptable. Effectivement. Voilà. Et Ildefonse Akpaki, ça fait plusieurs mois que nous soulevons, nous abordons ce sujet. Il n'y a toujours pas de solution. Et là, on assiste à des menaces. Là. Je voudrais, avant de répondre à votre question, profiter de l'occasion pour m'adresser au premier responsable de la centrale syndicale Synergie des travailleurs du Togo. Ces hommes et femmes qui sont des porteurs des aspirations de ce peuple, de ces travailleurs, de ces milliers de fonctionnaires togolais. Je voudrais saluer leur courage, leur détermination, leur probité, parce que j'ai fini par comprendre les phrases de l'aîné Tavio Amorin qui disait qu'il faut être fou pour mener la lutte au Togo. Je crois. Si en face des réclamations salariales, on doit répondre par des licenciements, moi je prends des menaces et licenciements qui sont abusifs, parce que la loi fondamentale togolaise, en son article 39, donne ce pouvoir à ces responsables-là de réclamer leurs droits comme cela se doit. Je voudrais leur dire qu'ils sont en train de mener un combat noble, une lutte noble. Celui qui a dit que c'est une minorité qui profite des richesses du pays, sans nous avoir dit là où il se place entre cette minorité-là qui profite des richesses et cette majorité qui croupit dans une pauvreté ambiante, a reconnu que la lutte de la STT est vraie. Pourquoi le chef de l'État, il y a 2 ans, quand il annonçait les assises dans la santé et l'éducation, n'avait pas parlé d'autres secteurs que ces 2 secteurs clés-là qui aujourd'hui sont en ébullition? Pourquoi? C'est la grève Kinsio. S'il a pu citer ces 2 secteurs, ce qui veut dire que le chef de l'État est conscient de ce que ça ne va pas dans ces 2 secteurs. Mais moi, je suis très éberlué de savoir qu'au terme de l'année 2014, pour faire le budget de 2015, on a pu amputer de 30% sur le budget de la santé. C'est quelque chose, c'est paradoxal. C'est grave. Vous imaginez un gouvernement responsable. C'est ce gouvernement-là qui anticipe sur les événements, sur les crises. Si on a pu passer 2 ans, parce que cette lutte-là a commencé il y a 2 ans. Il y a eu une trêve en 2014. Aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas que ceux qui sont à la tête maintenant de cette centrale syndicale, qui veulent que le travailleur ou bien le fonctionnaire togolais soit responsable de lui-même, qu'on ne lève pas à l'hégémonie. Il faut qu'on comprenne que ceux qui président aujourd'hui à la destinée de l'État togolais nous bourrent les oreilles quand ils nous disent qu'ils sont en train de travailler pour le bien-être des Togolais. Le bien-être de quel Togolais? C'est la grande question qu'on se pose. Parce que le président Olympio a touché un point très essentiel tout à l'heure, le pouvoir d'achat. Mais rappelez-vous en 1914, quand il y a eu la dévaluation du franc CFA. 1994. 94. Voilà. Mais le Togo est resté le seul pays de la zone franc à ne pas faire d'augmentation, ni opter pour une mesure d'accompagnement des fonctionnaires. Mais mieux, entre 2008, où le SMIC était à 13 000 pour ces fonctionnaires-là qui n'ont pas de qualification, le SMIC est passé de 13 000 à 28 000. Alors que justement,
il y avait des travailleurs qui étaient à 28 000, qui ont été rattrapés par ceux qui, aujourd'hui, sont à 28 000. Mais l'écart creusé n'a pas été compensé. Le SMIC est monté en 2011 de 28 000 à 35 000. À 35 000 pour ces fonctionnaires-là qui sont qualifiés. Mais entre-temps, ceux qui étaient à 28 000, qui sont montés à 35 000, mais ceux qui gagnaient 35 000 sont restés là, jusqu'aujourd'hui. Mais on a comme l'impression qu'au fil des années, quand le SMIC va monter, et vous savez, quand vous atteignez 150 000 francs, c'est le salaire d'un doctorant de 150 000 francs. Mais c'est inimaginable. Les gars demandent seulement qu'on essaie de régler ces injustices sociales. Et on trouve qu'ils sont devenus des fous. On les menace. C'est pas possible. Voilà. Juste un mot là-dessus. Okay. 35 000 francs, c'est le SMIC au Sénégal il y a 50 ans. Voyez les cas que nous avons. Le retard. Le retard que nous avons par rapport au Sénégal. Voilà. La grève n'est pas qu'au sein de la synergie des travailleurs du Togo. Nous avons également assisté cette semaine à la grève des agents de la Société Nouvelle du Phosphate du Togo. Vous la connaissez? Que bien. Bien. Voilà, on va suivre également leurs revendications et tout juste après on reviendra pour les commentaires. Ce sont tous des employés en colère. Tous travaillant pour la Société Nouvelle de Phosphate du Togo et se sont donné rendez-vous ici en face de l'usine de traitement de phosphate pour amener leurs responsables à se pencher un peu plus sur leur situation qui est plus que précaire. Oui, ça fait à peu près 2 ans que nous faisons une réclamation. Le mois passé, le 23, nous avons exécuté une grève. Et cette grève-là, nous sommes en train de réclamer l'application de la grille de la Convention collective interprofessionnelle du Togo. Parce qu'aujourd'hui, la SNPT ne paie pas conformément à cette grille-là. Et depuis là, nous sommes en train de réclamer et notre direction ne nous entend pas. Et il y a aussi la prime de production que la direction a unilatéralement coupée. Le mouvement d'humeur de ce jour est le 3e seulement en 1 an. Les multiples rencontres avec les autorités togolaises n'ont rien donné. Pour les grévistes, c'est le résultat d'une mauvaise foi de leurs responsables, car la société a assez de moyens pour satisfaire à leurs revendications. Je vous informe que depuis janvier 2015, nous avons déjà chargé 5 bateaux et c'est au-delà de 8 milliards les chargements que nous avons fait. Par contre, ce que nous réclamons, pour 1500 et quelques agents, ça ne dépasse pas 16 millions par mois. Donc nous demandons aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que ils puissent régler le problème à temps. Parce que nous sommes très embêtés car on ne peut pas travailler dans une mine et être payé en dessous du SMIC. Le bras de fer entre les employés de la SNPT et leurs premiers responsables risque de durer 2 semaines si le gouvernement ne fait pas diligence dans cette affaire. Nous avons lancé un mouvement de 15 jours, puisqu'on avait fait 7 jours. Maintenant, c'est 15 jours. Et nous osons croire que on ne fera pas les 15 jours. Parce que nous sommes dans une unité de production. Un jour sans production, ce que ça coûte. Par rapport à ce que nous réclamons, nos autorités le savent bien. C'est pour ça que nous sommes confiants qu'ils prendront la mesure de la chose et que cette grève n'ira pas jusqu'au bout. La Société Nouvelle de Phosphate du Togo connaît de graves problèmes selon les grévistes car elle ne disposerait pas d'organigramme. Les ingénieurs, eux, ne seraient pas rémunérés à la hauteur de la qualification. Par ailleurs, la dite société ne disposerait pas d'un service commercial et d'une direction d'approvisionnement. Ils ont tous été transformés en cellules. Voilà, retour sur ce plateau, M. Alberto Lupio, on constate que la grève est sur tous les fronts. Là, on vient de suivre le reportage consacré aux employés de la Société Nouvelle de Phosphate du Togo qui réclament également une amélioration de leurs conditions de vie. Vous avez eu peut-être à suivre l'un des intervenants dans le reportage qui disait que la recette peut-être fait en quelques jours est évaluée à 8 milliards alors que ce qu'ils réclament est à peine à 600 millions. Comment l'expliquer? La SNPT est la seule société de phosphate au monde
qui fait faillite quasiment tous les 2-3 ans. Vous avez vu qu'à chaque fois, on change de nom. Voilà. Alors que nous avons l'un des meilleurs calcaires et phosphates du monde. Nous sommes parmi les 4 premiers producteurs mondiaux. Et voilà. Aujourd'hui, où sont passées les recettes du phosphate? Ce n'est pas que la SMPT qui est complètement pillée par ceux qui nous gouvernent. Il y a aussi Togo Cellulaire et il y a aussi d'autres sociétés. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est au moins prendre en compte les revendications de ces travailleurs. Je suis allé à Pomé récemment pour aller visiter un petit peu la région où on exploite le phosphate. C'est un village délabré. Les gens sont malades. La mer est complètement jaune. Voilà, lui. Et les gens ont des problèmes dentaires. Les gens ont des problèmes de cancer. Mais on ne s'occupe même pas de ces personnes-là. Alors qu'on vient extraire leur richesse en leur laissant les maladies. Ce n'est pas acceptable. Et si eux aussi sont en train de faire la grève, vous comprenez que c'est toute la cocotte minute qui est en train de bouillir. Et si on n'enlève pas la soupape, ça va exploser. Voilà. Et c'est ce que je ne veux pas pour mon pays. Donc il faut absolument que ce gouvernement prenne conscience et s'arrête pour qu'on fasse de sorte que nous ayons un apaisement social. Et c'est dans ces conditions qu'on nous pousse, qu'on nous force à aller aux élections dans quelques semaines. J'ai peur pour mon pays. Voilà. Nous avons encore les moyens d'arrêter cela. Voilà. Et Delphonse Akpaki, vous venez sur également le reportage, la question du phosphate au Togo, c'est un problème récurrent. Je voudrais, avant d'aborder ta question, laisser à l'appréciation des téléspectateurs une pensée de l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, qui disait ceci, je le cite: « L'un des principaux enseignements tirés de ces 50 dernières années est qu'il est impossible d'instaurer la paix dans des sociétés accablées par l'extrême pauvreté, la dégradation humaine et l'oppression politique. » Je crois que ça dit tout. Vous voulez instaurer la paix dans une société accablée par la pauvreté? Je ne crois pas que vous pourrez. Donc, toutes les fois qu'on nous bourre les oreilles, il y a la paix au Togo, il y a la paix au Togo, c'est du pipeau. Et je crois, pour répondre maintenant à ta question, que la gouvernance a des problèmes au Togo. La gouvernance togolaise a des problèmes. Il faut que les couches sociales se rebellent, s'insurgent, battent le pavé avant que le gouvernement ne s'exécute. Ce que le gouvernement doit faire normalement, sans que les couches sociales ne crient, le gouvernement ne le fait pas. Maintenant, on se rend compte que ces mouvements-là, recensés dans presque tous les secteurs de la vie du Togo, sont le signe d'une mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, celui que nous avons entendu tout à l'heure dit: nous avons chargé 8 bateaux, ou bien 5 bateaux, qui revient à 8 milliards. Mais comment se fait-il que les gens travaillent et en retour, ils n'ont pas ce qu'ils doivent normalement avoir? Pourquoi cette injustice? C'est ce que nous décrions un peu partout. C'est ce que nous ne comprenons pas au niveau des dirigeants togolais. Et l'argent du Togo, où est-ce qu'on le met? Cet argent-là sert à qui? Pour qu'on nous dise aujourd'hui que dans la santé, il y a des problèmes. Dans l'éducation, il y a des problèmes. Dans le phosphate, il y a le problème. Au niveau même de ceux qui ont aujourd'hui des petits problèmes que nous ressentons chez nos confrères qui aujourd'hui observent aussi des mots d'ordre de grève et de sit-in. Vous parlez des employés de la télévision nationale. Oui, on se rend compte aujourd'hui que le pays est à terre. Mais dans tout cela, on a pu trouver plus d'une dizaine de milliards pour organiser une élection gagnée d'avance par un candidat. Un candidat qui veut... Les résultats ne sont pas encore connus. Non mais ces élections-là, on l'a dit tout à l'heure, que la CENI n'est indépendante que sur papier. Et que aujourd'hui, tout porte à croire que ceux qui ont pris le devant
des choses, organisent ces élections-là à leur manière, à leur rythme, et donnant vainqueur d'avance leur candidat. Ça, c'est clair. Pendant que cette population-là que vous gouvernez la vit dans une pauvreté, une misère ambiante. Mais c'est grave. Voilà. Le temps qui nous est imparti est pratiquement à sa fin, mais nous allons vous permettre quand même, M. Alberto Olympio, de nous placer un mot de fin de manière générale, de votre vision peut-être sur le Togo. Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas un mot de fin, c'est un mot de commencement. Nous avons encore les moyens de reconstruire notre pays, qui a été déconstruit de manière systématique depuis 50 ans. Nous devons faire de la terre de nos aïeux l'or de l'humanité. Et pour cela, nous devons avoir le courage de notre conviction. Nous devons savoir que la liberté ne s'achète pas, la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache, elle se gagne, comme tous les peuples du monde l'ont fait, comme l'ont montré nos frères de Burkina Faso. Vous voulez être libre, eh bien, soyez cette liberté vous-même. Moi, je ne peux que vous demander, je ne peux que vous le dire, mais le jour où le peuple togolais lui-même comprendra, je serai à ses côtés. Voilà. Merci à vous, M. Alberto Olympio, d'avoir préparé cette émission. Merci également à vous, Ildefonse Akpake, directeur de publication. Je vous rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Et l'aventure va continuer, comme vous l'avez dit. Merci de nous avoir suivis. Merci également à la maison de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir. Merci, au revoir.